Angola, les derniers moments du chef rebelle angolais Jonas Savimbi. Trahi par les Américains et les Israéliens, Jonas Savimbi est atteint de 15 balles. Vendredi 22 février 2002. Depuis l'aube, la 20e brigade de l'armée angolaise, conduite par le général Simão Carlitos Walla, traque 3 colonnes de combattants de l'Union pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, le mouvement rebelle de Jonas Savimbi. L'opération, baptisée Kisonde, se déroule sur les rives du fleuve Luvuei, dans la province de Moxico, à l'est de l'Angola. Elle entre dans le cadre de la « guerre totale » déclenchée depuis 1998 par le président José Eduardo dos Santos contre la rébellion. 14 jours auparavant, les forces gouvernementales ont réussi à localiser, grâce aux informations fournies par des experts en télécommunications américains et israéliens, les positions de l'UNITA. Savimbi a commis l'erreur d'appeler à partir de son téléphone satellitaire. Le général Walla peut dès lors préparer une embuscade. Les combats engagés à l'aube prennent de l'ampleur. Le leader de l'UNITA tente une manœuvre de diversion. Il ordonne à la première colonne de se diriger vers la confluence des fleuves Luvuei et Luoli. La deuxième, elle, gagne l'intérieur des terres. Vraisemblablement, Savimbi n'a plus qu'une option, prendre le chemin de la Zambie. La frontière est à une centaine de kilomètres. Mais l'armée gouvernementale ne cesse de progresser, imposant à l'ennemi un corps-à-corps insoutenable. Les cordons de sécurité disposés autour du quartier général du chef de l'UNITA ne résistent pas longtemps au feu nourri des forces loyales. La réplique des assaillants est terrible. Jonas Savimbi reçoit 15 balles dans le corps. C'est la fin. Il est près de 15 heures. Savimbi n'a plus qu'une vingtaine de gardes du corps autour de lui. L'un après l'autre, ils sont abattus. Le piège se referme. Dans un dernier sursaut, le chef rebelle, armé d'un revolver, tire quelques coups de feu en direction des assaillants. Mais la réplique est terrible. 15 balles dans son corps. C'est la fin. Il est près de 15 heures. 27 ans de guerre civile, 500 000 morts, 4 millions de déplacés. Jonas Malheiro Savimbi, mort à l'âge de 67 ans, a écrit, avec ses frères ennemis du pouvoir, l'une des pages les plus sanglantes de l'histoire angolaise du XXe siècle, 27 ans de guerre civile, 500 000 morts, 4 millions de déplacés et 100 000 mutilés. Fils d'un chef de gare, il est parmi les rares Angolais à obtenir, dans les années 1950, une bourse lui permettant de suivre des études au Portugal. Il rêve de devenir médecin. Mais il n'ira pas jusqu'au bout. Engagé dans la lutte pour l'indépendance de son pays, Savimbi rejoint dans un premier temps le Front National de Libération de l'Angola, FNLA, de Holden Roberto, qu'il quittera en 1966 pour fonder l'UNITA. Après l'indépendance du pays, en 1975, et la défaite militaire du FNLA face au Mouvement populaire de libération de l'Angola, MPLA, soutenu par l'intervention de l'armée cubaine, l'UNITA s'impose comme la seule opposition armée. Et devient pendant la guerre froide une pièce maîtresse dans le jeu des grandes puissances. L'ancien maoïste, qui entend contrer l'avancée communiste symbolisée par la présence de troupes cubaines en Angola, est reçu, en 1986, avec tous les honneurs à la Maison-Blanche par le président Ronald Reagan et plus tard par son successeur George H. Bush, chassé du pouvoir en 1997. Pendant toutes ces années, Savimbi n'a qu'une ambition, prendre le pouvoir à Luanda. Chef charismatique, lourdement armé par ses alliés occidentaux, il parvient à contrôler une grande partie du territoire angolais et installe son quartier général à Wambo, au centre du pays. Seul Mobutu Sese Seko, le président du Zaïre, dont il utilisait le pays comme base arrière, lui était resté fidèle. En 1991, un accord de paix est signé à Bicès, Portugal. Le chef rebelle regagne la capitale angolaise et participe à l'élection présidentielle de 1992. Il conteste la victoire de José Eduardo dos Santos, MPLA, et reprend les armes. Mais au fil des années, Savimbi perd, au nom de la realpolitik, tous ses soutiens. Seul Mobutu Sese Seko, le président du Zaïre, dont il utilise le pays comme base arrière, lui reste fidèle. Le « Grand Léopard » est chassé du pouvoir en 1997. Le numéro 1 de l'UNITA ne s'en remettra jamais. La mort de Jonas Savimbi opère toutefois un miracle en Angola, ses partisans, à bout de force, acceptent la main tendue par le pouvoir. S'ensuit un processus de réconciliation nationale,
suivi de l'intégration d'une bonne partie des anciens rebelles dans l'armée gouvernementale. L'UNITA, sans leader emblématique, n'a plus qu'un faible poids politique. Mais les élections promises par le MPLA au pouvoir pour renforcer la démocratie se font toujours attendre. Les armes, elles, semblent s'être définitivement tues. Angola, un fantôme nommé Savimbi. 10 ans après sa mort, le 22 février 2002, le souvenir du chef de l'UNITA, Jonas Savimbi, orgueilleux et brutal, hante toujours la scène politique angolaise. Primero aux Angolanos, les Angolais d'abord, scandait Jonas Savimbi à la fin de ses grands discours. Aujourd'hui, le slogan est devenu sonnerie. À Luanda, beaucoup de jeunes ont mis la voix du fondateur de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, dans leur téléphone portable. 10 ans après sa mort, Savimbi est tendance. Que reste-t-il de lui? Pas que des bons souvenirs. Savimbi était un guerrier. Entre 1975, année de l'indépendance, et 2002, la guerre civile a causé la mort de près de 1 million de personnes. L'UNITA est coupable, au même titre que le parti au pouvoir, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA. Les contraintes de la guerre. Sans doute, mais le chef rebelle était d'une grande brutalité, y compris avec les siens. Plusieurs de ses compagnons ont été mis à mort pour rien. Pour de simples soupçons, Savimbi était d'un orgueil démesuré. Comme le rappelle son dernier biographe portugais, Emílio Fernando, ce n'est qu'en 1966, quand il a compris qu'il ne serait jamais numéro 1 du MPLA, qu'il a créé l'UNITA. Il est vrai que sa communauté des Ovimbundas était marginalisée par les élites métisses du MPLA. Puis, de purge en purge, le chef a installé autour de lui un culte de la personnalité. Façon Staline ou Mao. Entre 1964 et 1966, le jeune Savimbi a longuement séjourné en Chine. Épisode peu connu, épisode formateur. Mort les armes à la main. Mais Savimbi était aussi un farouche nationaliste. Et un homme courageux, le 22 février 2002, il est mort les armes à la main. On sait moins que c'était un bon gestionnaire. Dans les vastes territoires sous contrôle de l'UNITA, il y avait partout écoles et dispensaires. En fait, c'était un homme de gauche, témoigne le reporter français Yves Loiseau. L'Angolais d'aujourd'hui se souvient de la version de Jonas à l'égard des corrompus et il fait le parallèle avec le régime actuel, affirme Paulo Lukamba Gato, l'un des successeurs de Savimbi à la tête de l'UNITA. À l'époque, quand il y avait une coupure d'eau ou d'électricité à Luanda, le MPLA pouvait dire que c'était de la faute de l'UNITA. Mais en 2012, Savimbi a-t-il été un pion des Américains qui n'a pas compris, à la fin de la guerre froide, que ses mentors avaient plus besoin du pétrole du MPLA que de ses diamants? Pas si simple. Dès les premiers mois de 1992, Savimbi a senti que le président Bush le lâchait et m'a demandé de le mettre en contact avec Mitterrand, ce que j'ai fait, confie Paulo Lukamba Gato. Le chef rebelle a cru qu'il pourrait tenir malgré les sanctions de l'ONU et la chute de Mobutu, son voisin congolais et allié, il s'est trompé. Sans doute encore cet orgueil démesuré. C'est le De Gaulle africain. Que reste-t-il? Un tribun d'exception, qui s'exprimait dans toutes les langues de son pays. Un homme de grande culture qui, les derniers jours de sa vie, citait Churchill ou Mao. À la fois un Africain enraciné dans sa terre et une figure avant l'heure des élites mondialisées, il parlait l'anglais et le français couramment. C'est le De Gaulle africain, disait un chef des services secrets français, Alexandre de Maranche. Surtout, il reste un parti, qui a survécu à son créateur. Avec 16 sièges sur 220 à l'Assemblée, il représente la deuxième force politique du pays. Aujourd'hui, dans l'opposition, l'UNITA est la seule alternative au MPLA, remarque Paulo Lukamba Gato. On en saura plus aux législatives de septembre prochain. Depuis 10 ans, la famille du défunt réclame le transfert de son corps dans son village natal de la province du Bié. Le pouvoir refuse, de peur que le site devienne un lieu de pèlerinage. Le fantôme de Savimbi est toujours là. La tombe de Savimbi. Paris. La dépêche tombe, en apparence anodine, les restes de Jonas Savimbi ont été enfin authentifiés par des analyses ADN. Le coq noir, chef de la rébellion angolaise de l'UNITA, troué de 15 balles le 22 février 2002 à la fin d'une longue traque, va avoir droit à des obsèques le 1er juin dans son village natal. C'est le dernier épisode de l'histoire de cet homme qui, après 27 ans de rébellion, a été enterré dès le lendemain de sa mort à Luena, dans le centre du pays. Je le sais,
car j'avais réussi à retrouver sa tombe anonyme, sans fleurs ni couronne. Seul un chien jaune semblait veiller sur le monticule de terre rouge à l'ombre d'une croix bricolée à la va-vite. Personne ne venait lui rendre visite dans le cimetière municipal désert. Personne n'osait, dans ce Far West africain ensanglanté par une terrible guerre civile, la mort de Savimbi paraissait encore irréelle, et les vaincus se sentaient terriblement vaincus. Je me souviens bien de ce voyage dans un pays cassé, miné, affamé, humilié. Blindé de pétrole et peuplé de miséreux jusque dans son cœur, le centre-ville de Luanda. Tout commence à Paris, au service international de l'AFP, où je suis en charge de l'Afrique. Ce qui signifie des contacts avec les opposants et diplomates basés dans la capitale, la couverture des sommets de l'Union africaine et des missions sur le terrain. Traqué dans le bush, février 2002, le général Paolo Lukumba, dit Gato, l'un des conseillers de Jonas Savimbi, ne m'appelle plus depuis une bonne semaine avec sa valise satellitaire. Je n'entends plus sa voix à l'anglais chuintant, aux échos réverbérés comme s'il parlait du fond de la mer. Il est pourtant bien sur terre, à tenter de sauver sa peau sur les hauts plateaux angolais. Son chef, traqué dans le bush par l'armée angolaise, aidé des Israéliens et des Portugais, est aussi surveillé par les satellites des Américains. Avec une poignée d'hommes, il tente de s'échapper vers la Zambie, mais il va se retrouver à découvert sur les hauts plateaux de la province de Moxico. Après avoir combattu le régime marxiste de Luanda, avec le fort soutien des USA et de l'Afrique du Sud de l'apartheid, Savimbi n'intéresse plus personne. Pire, il gêne de plus en plus. L'Union soviétique est tombée, l'Occident veut commercer avec l'Angola et son pétrole. Savimbi ne comprend pas, s'entête. Il accepte de devenir vice-président à la suite d'une médiation internationale, puis se révolte contre le président Métis dos Santos. Lui, le rebelle africain pur jus, met à feu et à sang Luanda, avant de s'enfuir pour une interminable cavale. Et contre Ouest, car cette histoire tragique à laquelle se sont accolés les Occidentaux pour s'en servir, Est contre Ouest, est une guerre d'Africains du continent aux origines et à la vie modeste, aux non-africains, contre l'élite métisse, éduquée et riche, venue des premières colonies portugaises du Cap-Vert et de Sao Tomé, et qui porte des noms de blancs. Savimbi versus Dos Santos. Vers mi-février, Gato m'appelle. Ce sera la dernière fois, me prévient-il, en m'expliquant que ces appels sont trop surveillés, que les Américains vont finir par localiser les fuyards avec leurs satellites. C'est ce qui finit par arriver. Le 22 février, Savimbi tombe dans une embuscade de l'armée régulière, à 66 ans, son corps troué de 15 balles. De la tête aux jambes. Je pars peu après en Angola pour l'AFP. L'avion d'Air France, sans le pétrole, avec la bonne moitié de ses sièges réservés à la classe affaires par et pour les pétroliers. Les petits chèques morts de faim. Il pleut sur Luanda et ces miséreux qui tentent de s'abriter sous des cartons. La capitale porte les stigmates des affrontements à l'arme lourde entre l'UNITA et l'armée angolaise, les hôtels, les restaurants sont hors de prix. Les tomates et oignons sont importés du lointain Portugal, m'explique un commerçant. Seuls les riches ont droit de citer. Je vois pour la première fois dans la ville à moitié détruite des 4x4 flambant neufs conduits par des élégantes aux ongles vernis. Aux environs de Luanda, les anciennes terres agricoles sont truffées de mines. Les paysans ont abandonné leurs champs depuis des années. Les nuits sont peu sûres dans ces rues vides désertées, avec ces petits chèques, ces enfants des rues, morts de faim. Je cherche en vain un contact avec Gato, devenu chef de l'UNITA depuis la mort de Savimbi. On me dit qu'il est vivant, certains le disent prisonnier. Un soir, je le vois à la télévision d'État, interviewé, quelque part dans la forêt, amaigri, soucieux, fatigué, exténué, il dit d'une voix lasse qu'il veut la paix avec Luanda. Il n'en peut plus. Finalement, la rébellion semble soulagée par la mort de Savimbi. Cela fait des années que la plupart des rebelles ont envie de décrocher du bush depuis l'échec du partage politique et le saccage de Luanda. Mais le mouvement veut assurer sa survie, son avenir politique, se transformer en parti politique et, surtout, négocier les conditions de sa reddition avec le pouvoir, en lui arrachant une amnistie avant de déposer les armes. Le sujet à suivre est l'endroit où se rendre. Des négociations se sont ouvertes avec les vainqueurs à Luena, dans le centre. Voilà le sujet à suivre et l'endroit où se rendre, d'autant que la rumeur dit que Savimbi a été enterré là-bas. Même si certains doutent encore de sa mort. J'ai déjà constaté ça,
en Centrafrique en 1996, avec la mort de Bokassa, cette incrédulité des partisans à admettre la fin du chef. À attendre son retour. Mais les routes pour se rendre à Luena sont bourrées de mines, et aucun avion de ligne régulière ne s'y aventure, les combats sont trop frais, la paix encore incertaine. Finalement, avec Patrick Saint-Paul du Figaro, rencontré le soir dans Luanda, nous réussissons à nous faufiler, le lendemain dans un petit avion de l'ONU qui s'y rend. Au petit matin, nous sommes bien inscrits sur le manifeste et pouvons embarquer. Tombé en feuille morte, le jeune pilote du bimoteur, britannique ou sud-africain, semble nerveux, il nous prévient avant de décoller, la paix n'est pas encore signée entre les deux camps, on peut toujours craindre des snipers, alors je vous explique, une fois arrivé au-dessus de Luena, pour éviter les tirs éventuels de roquettes, je ne vais pas descendre lentement, je vais tomber en feuilles mortes, en spirales irrégulières, en vrilles successives. Ce qu'il fait, en nous procurant l'impression renversante que le ciel se retrouve à la place de la terre, comme si un cyclone s'emparait de l'avion et le secouait dans tous les sens, et jamais dans le bon. Mais, à l'atterrissage, même si la terre semble tourner encore, je me dis que la vie vaut bien d'avoir le cœur au bord des lèvres et l'impression d'avoir laissé son estomac dans l'espace, une guerre interminable. Bizarrement, nous pouvons travailler sans problème, sans restriction, et aller et venir dans le centre de l'armée, qui ressemble à un grand lycée à la cour fleurie, au balcon de bois, dans lequel se déroulent les discussions. Tout le monde semble fatigué, là de cette guerre interminable. Je me souviens d'un général des forces armées angolaises, FAA, affalé dans un vieux fauteuil au cuir aussi fatigué que son beau visage raviné par la longue guerre de libération, suivie de cette guerre fratricide de 27 ans. Il semblait avoir maintenant tout son temps pour vieillir tranquillement. L'unique chambre disponible, sans moustiquaires ni vitres. Apparemment, les négociateurs UNITA sont nourris par l'armée. Le soir, nous trouvons refuge dans le seul établissement ouvert, l'hôtel Horizonte, à l'unique chambre disponible, sans moustiquaires ni vitres à la fenêtre, envahi de redoutables moustiques endiablés. Patrick y contractera un sévère palu soigné à son retour à l'hôpital Bichat. J'ai été baptisé par une méchante malaria récoltée en Éthiopie, déclarée à Madagascar, qui semble m'avoir immunisé depuis. Quant à la morue séchée, seul plat servi au restaurant, elle pourrait avoir vu le jour au moment de l'indépendance, en 1975. Mais le lendemain, la chance, et il en faut dans ce métier, est avec nous. Nous apprenons que Savimbi est enterré dans le cimetière municipal. Depuis notre arrivée, nous n'avons dit officiellement à personne que nous voulons voir la tombe du coq noir. Et tout s'enchaîne vite, eh bien, un taxi improvisé nous laisse devant le cimetière municipal, gardé par 4 soldats, nous les saluons en entrant, ils nous laissent passer, décontractés, à l'angolais, presque à la brésilienne. Nous ne sommes pas journalistes, surtout pas, juste 2 étrangers, 2 blancs farfelus venus en cette période tendue se recueillir sur la tombe un parent, d'un ancêtre de l'époque coloniale, qui sait. Le bruit du dos d'une pelle tassant la terre nous guide. Un employé municipal s'active mollement sous un maigre acacia. Tout est là, tout est dit. Le monticule de terre rouge et fraîche à la forme rebondie, la croix de fortune bricolée, en fer noir, plantée de travers, le chien jaune au poil ras qui veille et sommeille, vautré sur ce nouveau compagnon. La petite araignée blanche. L'employé comprend vite, il nous indique une petite inscription gravée au couteau, en lettres capitales sur le tronc vert du maigre acacia, Savimbi, et en plus petit, quelqu'un a ajouté maladroitement, Jonas. Une petite araignée blanche tente d'échapper au coup de pelle. Le coq noir ne chante plus. Le calme règne sur l'ancienne fureur enterrée. Le coq noir ne chante plus, ne crie plus, ne crépite plus. Le destin de tous, banal. Aucun message, aucune fleur, aucune visite. Une sépulture cachée, presque clandestine. Un groupe de lycéens est venu saluer l'un de leurs profs décédés, à quelques rangées de Savimbi. Ignorant la présence du cadavre de celui qui fit souvent trembler le pays entier, baobabs et éléphants inclus. Mission terminée. Nous remercions l'employé municipal, saluons vite les militaires qui, à nous avoir vus rester près de la tombe de Savimbi, commencent quand même à se douter que nous ne sommes pas de simples touristes. Notre taxi improvisé nous a patiemment attendus. Notre mission Savimbi est terminée. Mon confrère repart le lendemain,
Je reste quelques jours de plus pour d'autres reportages dans l'Angola ravagé. Début avril, le Parlement angolais votera l'amnistie de tous les rebelles de l'UNITA en échange d'un accord de paix. Et préparer une belle robe blanche pour fêter la fin de la guerre, je vais enfin pouvoir la mettre, me dit alors Jinja qui tient un magasin d'artisanat dans le Rwanda. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner à notre chaîne, en activant la cloche de notification et en cliquant sur l'option toutes pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Veuillez suivre les vidéos d'autres personnalités de marque sur notre chaîne YouTube Planète Info TV. Merci et à la prochaine.